Dès le début du film, il y a un carton où il est écrit et également prononcé que Pasolini a fait ce film. J'ai écrit ce film sans suivre de fil chronologique, ni même logique, peut-être, mais en suivant seulement mes raisons politiques, les mie ragioni politiche, et mon sentiment poétique, il mio sentimento poetico. Et sur ces paroles danse dans les cieux une sorte de rime visuelle éprouvante. On voit le soleil qui s'élève au milieu des nuages, suivi d'une explosion atomique dont la clarté semble tuer le soleil lui-même et dont le nuage semble tuer les nuées elles-mêmes. Rime donc, rime de paroles. Vincitori mediocri, bene male. Vous allez entendre la rime magnifique, bellezza ricchezza. Ritournelle de mots, morire à Cuba, mourir à Cuba avant, etc. Et là-dessus, des séquences visuelles formant rime gestuelle, rime symbolique, rime formelle. Par exemple, foules en deuil, foules en colère, scène de libération, scène d'enfermement, écume de l'eau, tableaux abstraits. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai une séquence. Elle vient de l'édition normale du film. Là, j'ai utilisé pour faire les photogrammes l'édition restaurée, magnifiquement restaurée, éditée par la Cinémathèque de Bologne. Voilà. Très belle édition. Corps tournoyant sur le sol d'une ballerine russe, corps tournoyant dans l'air d'une trapéziste russe, cadavre pendant la guerre de Cuba, fête de la victoire, bombardier, enfin avion français dans le ciel algérien, enfant qui sanglote de terreur. Et ce sont des images sur lesquelles la voix de poète prononce tristement des mots de « Ah, France, la haine, ah, France, la peste ». Un vrombissement terrible, stupide, irrespectueux, une musique qui finit dans le trauma d'un enfant, dans un sanglot qui ébranle le monde. Et tout cela soutenu par des basses continues. Il faudrait faire une analyse musicale de ce film. Des leitmotifs, par exemple, cette image fixe qui est dans le scénario, elle est notée quadro fisso teschio, plan fixe crâne, qui revient assez souvent. Et bien sûr, le leitmotiv des zébrures dans le ciel au cours d'une explosion atomique. Ce qui m'a sollicité pour travailler sur ce film, en fait, c'est la séquence, ou ce que j'appellerais le chant 64 de ce poème visuel, qui en comporte 66. Parce que je m'intéresse en ce moment à l'iconographie, enfin, je m'intéresse aux mineurs, voilà. En fait, c'est une réflexion sur le grisou. Qu'est-ce que c'est le grisou? Sentir le grisou. Et donc, les mineurs ressurgissent dans ce film. Ils ressurgissent comme s'ils ressurgissaient du fond de leur mine. Ils ressurgissent à la fin du film, depuis le film lui-même. Ce sont des mineurs frappés par une catastrophe de grisou, 22-23 mars 1955, dans une usine à Morniano, près de Spoleto, faisant 23 morts et 18 blessés. Pasolini a intitulé ce chant Sequenza della disgrazia in miniera, séquence du malheur à la mine. Elle concentre un grand nombre de motifs essentiels du film. Et donc, elle est concertée. Et donc, je voudrais simplement vous montrer comment elle est amenée. Si ça... Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, ce qu'on voit dans cette séquence, c'est justement le peuple, le petit peuple des mineurs italiens et de leurs familles, filmé au moment de sa plus grande détresse. Évidemment, il ne faut pas se tromper sur la nature politique de la lecture de Pasolini.
Cette catastrophe n'est absolument pas une catastrophe naturelle comme veut le faire croire le reportage journalistique et comme on veut nous le faire croire quand on regarde la télé aujourd'hui. Je sais pas, je crois qu'en 2004, il y a eu 6000 morts par coup de grisou dans les mines en Chine, par exemple. 6000 morts. Bon, c'est pas du tout des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes humaines et sociales. Pour Pasolini, en ce qu'elles touchent la vie humaine de toute une société dans toute cette dimension, mais aussi en ce qu'elles prennent leur source dans un certain rapport de force sociale et politique, c'est-à-dire que si le grisou a explosé ce jour-là, c'est que la société Terni, concessionnaire du gisement, ne portait qu'une attention relative au protocole de sécurité des mineurs. La scène de la mine arrive là comme une variation plutôt, il vaudrait mieux dire, du motif principal de ce film, qui est, si je pouvais presque citer un livre récent, qui est le mal que l'homme fait à l'homme, le mal que l'homme sait faire à l'homme. Donc, quand l'homme expose l'homme au danger mortel et à une certaine inhumanité des conditions de travail, c'est comme ici. Quand l'homme voue son semblable aux souffrances terribles de l'enfermement, image de prisonnier, image de camp, quand l'homme fait subir à son semblable la souffrance de l'extradition, ce sont les images de réfugiés hongrois au début du film, ou bien sûr la répression policière et militaire, qui est l'un des plus puissants leitmotifs de ce film. Et donc je vais rappeler précisément comment émergent de telles images avant de vous les montrer. C'est une façon, pardonnez-moi peut-être d'orienter votre regard, mais voilà, je vous dis comment je peux moi décrire ça. Premièrement, noir, absolu et silencieux, qui marque une transition majeure dans le déroulement de l'œuvre tout entière. Il y a d'abord un cartello scuro vuoto, et c'est ce qui est écrit dans le scénario. Silence, vrombissement d'avions et bombardements lointains, c'est ce qui n'est pas dans le film. Il va supprimer les bruits et le plan sera complètement silencieux. D'où une voix s'élève avec cette explosion atomique. Une voix qui est notée dans le scénario Didascalie, donc c'est une quatrième voix. Il l'appelle Didascalie comme si c'était le prénom d'une femme. C'est voilà, quelque chose comme ça. Mais elle est lue par la voce in poesia, elle est lue par Bassani. Et je traduis parce que ce que vous allez voir, les traductions sont moyennes, quelquefois carrément il y a une erreur très grosse, mais c'est pas grave. Je traduis à ma façon. Joie, mais combien inextinguible la terreur, en 1000 parties du monde et dans notre mémoire, en 1000 parties de l'âme, la guerre n'a pas cessé, et même si nous ne le voulons pas, nous ne voulons pas nous en souvenir, la guerre est une terreur qui ne veut pas cesser dans l'âme, dans le monde. Tout ça écrit en vers, bien sûr. Deuxièmement, le scénario de Pasolini prévoyait alors 2 séquences qui ne vont pas apparaître dans le film, mais c'est intéressant de savoir. Premièrement, il voulait que, toujours dans un silence complet, on voit le visage d'un soldat traumatisé qui se souvient, terrorisé de la guerre. Je viens de citer le scénario. Et deuxièmement, sequenza campi di concentramento, di sterminio, impiccagioni, esecuzioni, mucchi di cadaveri a Buchenwald, etc. Camps de concentration, d'extermination, des scènes de pendaison, d'exécution, des amoncellements de cadavres à Buchenwald, etc. Ces 2 séquences n'apparaîtront pas dans le film. Ce qui apparaît dans le film, en revanche, ou à la place, ou comment, enfin voilà, c'est ça. Alors, bon, le visage en gros plan de Marilyn Monroe, si on n'a jamais vu le film, on est stupéfait. C'est une photo, c'est pas un plan en mouvement, immobile beauté du visage, et une musique qui arrive. Et la musique
Ce n'est justement pas My Heart Belongs to Daddy, hein, certainement pas. C'est une musique... Voilà, c'est une musique qui maintenant est très célèbre et même sirupeuse aujourd'hui. À l'époque, elle venait de surgir du travail d'un musicologue dont j'ai oublié le nom, mais on ne la connaissait pas avant 1958. Donc c'était une ancienne musique récente, si vous voulez, à l'époque. C'est le fameux Adagio d'Albinoni, Adagio en sol mineur. Bon. Et je crois que c'est une des plus belles séquences de l'Arabia, où semble venir s'incarner cette sorte de beauté tragique, mortelle, mortifère, que Pasolini n'a jamais cessé d'interroger. Ça va de Acatone jusqu'à Salo, bien sûr. L'apparition de Marilyn avait été préparée dans le film en deux occurrences. Deux stars. Ava Gardner qui descend de son avion à Fiumicino, comme une reine un peu kitsch, toute couverte de fleurs, dans la séquence 26. Puis Sophia Loren, qui observe avec un petit recul d'horreur, elle est assez pain-bêche dans cette séquence, le dépeçage d'une anguille vivante sur un marché aux poissons. Sans oublier que ces apparitions de beauté, les deux dont je viens de parler qui se suivent, Ava Gardner, Sophia Loren, sont scandées par le leitmotiv de cette apparition de la mort. Mais Pasolini ne se satisfait pas d'évoquer la mort au voisinage direct de la beauté. C'est pas aussi simple que ça. Ça, si c'était que ça serait de la vanité. Ça serait le thème classique, moraliste, de la vanité, ou ça serait le thème, je dirais, des peintres de la Renaissance nordique, la jeune fille et la mort. Non, 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 c'est bien plus précis que ça, aux yeux de Pasolini. Parce que c'est une analyse qui est à la fois plus anthropologue, façon Warburg, ou plus matérialiste et politique, façon Benjamin. Il va interroger le male mortale, et le mal mortel de cette nympha, hein, Marilyn, retrouvée morte à Hollywood quelques semaines à peine avant qu'il commence son travail. Donc c'est une idée de dernière minute qui arrive là. Elle est morte le 5 août 62. Il va interroger ce mal mortel selon la rythmique ou la dialectique d'un temps non abstrait qu'est l'histoire elle-même. Bien sûr, Pasolini est ému en tant que cinéaste. Un cinéaste comme lui, il a mis en scène des femmes très très belles, La Callas, Anna Magnani, Silvana Mangano, etc. Il s'émeut en tant qu'artiste qu'une autre artiste aussi rayonnante se soit donné la mort. Mais il refuse d'en faire d'un côté une allégorie abstraite, ce n'est pas une affaire de concept, et encore moins, il refuse encore plus plutôt, d'en faire un mélodrame à l'américaine, ce n'est pas une affaire de sentiments privés. C'est quelque chose qu'il va interpréter à la lumière de ce que je pourrais appeler une anthropologie politique de la beauté dans le monde contemporain. Une anthropologie politique de la beauté. Le thème Gioia Terrore va devenir maintenant le thème Bellezza Male, beauté mâle, qui justifie tout le montage contrasté de cette longue séquence où l'on voit Marilyn Monroe, enfant, jeune fille, chanteuse enrôlée dans la guerre de Corée, star internationale, puis l'objet d'un grand deuil officiel. Et qui apparaît entre des images de procession pour la Passion du Christ, gratte-ciel, travail des paysans, boxeurs, fusée, ruine, concours de beauté où l'on voit des mannequins défiler et explosion atomique expérimentale où l'on voit des mannequins détruits. Sur toutes ces images, la douce et triste voix de poésie évoque Marilyn comme une figure anachronique tendue entre le monde antique et le monde futur. Cette voix, donc, s'adresse à Marilyn sur le ton d'une élégie sensuelle
Il s'adresse à elle comme à une pauvre petite sœur de la société américaine. Il invoque sa beauté, son sourire, ses seins, son petit ventre nu, tout cela qui ne fut à un moment, comme il le dit si bien, qu'indécence par obéissance, et donc quelque chose de la beauté qui est appelé à devenir une aliénation, c'est-à-dire un mal mortel. Ainsi, tu as emporté avec toi ta beauté. Voilà l'erreur qu'on peut noter dans les sous-titres que vous verrez. Spari, hein, c'est elle disparue. Là, il y a dans le film, tu disparais. Spari, c'est elle a disparu, c'est-à-dire la beauté. C'est tout un poème, non pas sur Marilyn, mais bien sûr sur Marilyn, mais surtout sur la beauté, la question de la beauté. Elle a disparu comme une poussière d'or, du stupide monde antique et du féroce monde futur, était demeurée une beauté sans honte, à suggérer les petits seins de petite sœur, le petit ventre si aisément nu, et pour cela c'était la beauté. Tu la portais toujours par-devers toi comme un sourire au milieu des larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. Elle a disparu, ta beauté, comme une blanche colombe d'or, ta beauté survivante au monde antique, exigée par le monde futur, possédée par le monde présent, devint un mal mortel. Et alors, tout explose de nouveau, donc quatrième stade. Silence absolu à nouveau, silencio assoluto, on lit ça sur le scénario. Silence de l'inextinguible terreur atomique. Et cette sorte de contraste entre une voix poétique qui, sur un fond de silence absolu, dit juste « Ah, figli »,« Ah, enfant ». Dans le scénario, il y avait une phrase en plus, « Non c'è più nulla, nulla, nulla ». Mais ça n'apparaît pas dans le film. Poème, avant que ne revienne la sentence implacable de la voix de prose qui énonce « Lotta di classe, ragione di ogni guerra ». Lutte des classes, raison de toute guerre. Et alors, vous voyez, vous verrez bien, vous entendrez bien comment les deux voix se répondent, se succèdent, se contrastent entre elles. Et ça induit le spectateur à regarder ces images de deux façons différentes. C'est ça qui est magnifique. Les deux voix suggèrent deux façons de regarder.